Bonjour, jeudi 29 août, bienvenue à Aime l'été. Ici Chantal Lavoie. Avant-dernière journée de cette belle aventure estivale, on va terminer en beauté demain avec la présence d'André Robitaille, comédien, animateur, metteur en scène et producteur, qui est engagé dans plusieurs causes. Mais d'abord, aujourd'hui, on vous présente de nouveau des entrevues que nous vous avons présentées cet été, qui ont été inspirantes et fort intéressantes sur des sujets passionnants. Jusqu'à 13h, je vous invite à nous suivre à Aime l'été. Au cours de cette prochaine heure, on va réentendre cette entrevue de Maxime Drolet, qui, tout en étant tétraplégique, est devenu un athlète accompli. En plus de jouer du rugby en fauteuil roulant, il a relevé bien des défis tout en ayant des projets plein la tête. Aussi, notre stagiaire à la recherche Clarence Robitaille-Meloche nous décrit sa condition en tant que personne neurodivergente. Il sera question également du développement musical des jeunes enfants et des impacts de la musique sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture avec le chercheur Jonathan Bolduc. Mais pour amorcer cette première moitié d'heure, nous allons accueillir dans un instant Charles Lucier, géographe botaniste, qui va nous parler d'agroforesterie et de la protection du patrimoine forestier. Tout cela à Aime l'été, en compagnie de ma copilote Nathalie Barrette et de Samuel Badel à la mise en onde et à la réalisation. Alors, on reçoit Charles Lucier, qui est géographe botaniste, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors là, on va parler, évidemment, avec vous d'essence d'arbres indigènes et on va parler de votre passion pour les arbres. En fait, on vous surnomme, en fait, au fond, l'homme qui plantait des arbres, hein, parce que des arbres rares. Oui. Vous n'êtes pas sûr? C'est-à-dire que quand les gens ils disent l'homme qui plantait des arbres, j'ai des collègues qui plantent pas mal plus d'arbres que moi, mais j'ai choisi un créneau un peu plus rare, justement. Je travaille sur les arbres rares du Québec, du sud du Québec, depuis plus de 20 ans, parce que... Ouais. Alors voilà. Parce que je disais que, bon, évidemment, tout le long du Saint-Laurent, c'est ça, à l'époque, parce qu'on va parler des fêtes de la Nouvelle-France, à l'époque, justement, où les colons débarquent, tous ces terres-là sont boisées. Et puis, on a, avec le temps, perdu ces espèces indigènes. Oui, totalement. Puis, il faut comprendre que il y a certaines espèces qui, avant même l'arrivée des Européens, étaient quand même avaient un caractère plus rare par ce qu'ils sont comme au niveau reproduction, tout ça. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est des espèces comme le chêne blanc, qui est aujourd'hui pas extrêmement rare, mais on a carrément perdu nos grandes chênaies blanches de la vallée de l'Outaouais, du Richelieu et de la vallée du Saint-Laurent, et aussi d'autres espèces. Là. Donc oui, ce qui est sûr, c'est que, puis aussi avec l'agriculture, on fait juste regarder une carte, une photo aérienne du sud du Québec. Donc ouais, voilà, c'est devenu on a des perdu terres. un patrimoine forestier. Ouais. Exactement. Quelles sont ces espèces rares, tout particulièrement? Il y a justement des degrés de rareté. Dans les plus rares, donc ceux qui souvent naturellement étaient déjà rares, aujourd'hui on a l'orme de Thomas ou l'orme liège. On a 3 espèces d'ormes au Québec, l'orme blanc d'Amérique rouge, et l'orme de Thomas, lui, a déjà un type d'habitat précis. Donc lui, sauf qu'aujourd'hui, il est vraiment très rare. On parle de 2500 tiges, qui est dans à peu près un des arbres les plus rares, indigènes. Toujours, on parle des arbres indigènes, bien sûr. C'est ça. Ensuite, on a le pin rigide. Lui, c'est un arbre très confiné. Fait que c'est 2 petites colonies. C'est un peu particulier. Mais après ça, on tombe dans des espèces comme le carrier ovale. On a 2 espèces de carrier. Le carrier cordiforme, qui est assez abondant. Montréal, sa région est dans l'érablière à carrier cordiforme. Donc, il y en a quand même. Et le carrier ovale, son frère, si on peut dire, plus rare et souvent, c'est que ça va avec l'habitat. Carrier ovale, c'est des arbres qu'on va trouver surtout en rive. Donc, déjà, on limite l'habitat. Dans le même type d'arbres, dans le même degré, plus ou moins, un peu plus rare, le chêne bicolore. On a 4 chênes indigènes, mais le bicolore,
Sauf erreur, là, je donne des fois un petit peu, si on parle de même pas 50 colonies naturelles dans le sud du Québec, là, et je pense que des collègues botanistes me disaient que des fois, il y en a que ça fait longtemps qu'on est allé visiter, donc peut-être aujourd'hui, c'est un développement immobilier. C'est ça aussi, ah oui, Donc, la pression elle actuelle, est très forte. Ouais. oui, puis on est dans le sud du Québec, à moitié, je pense, plus de 50% des gens y habitent. Exact. L'agriculture, ça s'en va pas comme on dit, on continue de prendre l'espace. Oui, c'est ça. Même, Un autre rapidement, l'érable noir, ça c'est un peu plus fréquent, mais quand même de la région de Montréal, qu'on connaît moins. c'est ça. Génévrier de Virginie, deux, trois colonies dans tout le sud du Québec. Puis après ça, c'est plus dans la région de Pontiac, au Hmm. nord-ouest du Terre. Et, Et un dernier, peut-être, excusez-moi, je vais non, finir ma liste, oui, tout à fait. le micocoulier occidental, qui est encore une fois pas, il est quand même, il était classé rare et il est plus classé parce qu'il y a un système de classement au niveau gouvernement. Hmm. Donc quand même, voilà. Et puis, en fait, ce sont des espèces qui peuvent vivre très bien, justement, dans nos régions. Et vous parliez du chêne bicolore quand même, son espérance de vie dépasse les 300 ans. Alors, quand on pense quand ces arbres-là disparaissent, c'est tout un patrimoine qui disparaît aussi. Oui, et c'est là, comme on dit, la nature de mon travail, et concrètement, premièrement, quand on se promène dans ces forêts-là, parce qu'il y en a, c'est de toute beauté, et on voit aussi, et puis c'est quand même là, c'est notre patrimoine naturel forestier. Ouais. Et donc c'est ça. Votre question était donc de... Non, je disais que quand ces arbres-là ont une espérance de vie de 300 ans, quand ils disparaissent, quand on les coupe, c'est tout un patrimoine qui disparaît avec. Et puis toutes c'est nos ça. forêts vierges, là, bien sûr, qui protègent des habitats aussi pour la faune, la biodiversité, c'est évidemment une lutte de tous les instants parce qu'évidemment, la compétition est forte. Oui, on parle de zones minières, on parle que ça peut être toutes sortes de choses. Il y a les feux de forêt également, comme l'an passé, ça a été évidemment des feux records. Ça, c'est quelque chose aussi. Ouais. Je vous arrête parce que là, on est dans le sud du Québec, donc il y a des menaces qui existent. Ouais. Il n'y a pas de feux de forêt associés à ces forêts-là, ou Non, très peu, parce qu'on est vraiment dans des sols déjà humides parfois, et aussi avant tout, on est dans la forêt de feuillus, donc on n'est pas au nord de Mont-Laurier, etc. Donc ça, ce niveau-là, ça va. C'est vraiment plus les activités humaines, et aussi, des fois, ça va être la méconnaissance. Quelqu'un va arriver, va dire « Ah, c'est du chêne à gros fruits », puis il va te mettre la chaîne ça là-dedans, mais c'était une belle talle de chêne bicolore. Et aussi, donc, c'est ça. Et 300 ans, il faut parler que c'est certains individus, parce que c'est les grandes longévités. Oui. Mais c'est surtout ce qui est important de retenir, c'est un arbre de 75, 100 ans, 60, 75, ce sont des grands semenciers. Et donc, il faut voir, surtout ça, quand moi je vois une colonie, c'est, ici, c'est comme on dit, ça produit, tu sais. Donc, des semences pour la suite. Et pour répondre un peu à votre question, ce qui est intéressant, parce que je suis loin d'être le seul là, qui participe un peu à cette réintroduction, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts et actuellement depuis moins de 10 ans, c'est très dynamique en termes de conservation, achat de propriétés, classé justement, il y a l'organisme Conservation de la nature du Canada, qui est, je pense, sauf erreur, le plus grand acheteur de terre au Canada, là, toutes disciplines confondues, achète des terrains stratégiques dans le sens, suite à le passage d'experts, on va dire ça, ce lot-là, on achète ça parce que pour justement pérenniser ce patrimoine-là. Oui. Fait qu'il y a quand même, je vais vous dire, il y a du travail ça qui va se fait quand même même. bien, là. Ouais. Ça va bien, ouais. Mais dans un sens. Ouais. Monsieur Lucet, j'ai envie de parler un peu de vous. Quand on parle d'une passion, d'un métier aussi défini ou pointu que le vôtre, il est né comment? Il est né où cet intérêt-là pour vous? Bonne question. Je viens d'une ville du sud de Montréal en pleine basse terre, dans des sols très riches. Je viens de Saint-Lambert. Dans le temps, c'était une autre ville qu'aujourd'hui dans un sens. J'en arrive plus loin. Et c'est une ville avec des beaux grands arbres. Fait que il y a ça. Puis j'ai travaillé à la voirie dans un parc. Puis j'étais à la division horticole. Puis après ça, donc moi j'ai fait un bac en géographie avec l'option vraiment, c'était pas botanique, géomorphologie, sciences des sols. Donc,
Et ensuite aussi, dans ma jeunesse, moi, j'ai été élevé dans le nord au début, puis maintenant, on a transféré d'un canton de l'Est, là, et on allait au village en chaloupe, Mhm. comme certaines. Et donc, juste se promener dans les rivières, moi, j'ai pas le choix. Je travaille en agroforesterie riveraine, donc jusqu'à ma mort, m'avoir un pied dans l'eau puis un pied sur la C'est ça. terre. Oui, parce que l'agroforesterie, parlez-nous-en un petit peu, c'est très intéressant là quand même, parce que évidemment, agro, on parle d'agriculture puis Oui, de forêt. En fait, on combine maintenant le plus possible les deux. Très important. exactement. Ouais. Ça, c'est comme on dit, encore une fois, jusqu'à ma mort, parce que c'est fascinant, parce que je dis toujours, il y a 150 ans et plus de connaissances en agronomie et en foresterie. Mm, Ça fait longtemps que l'être humain veut augmenter ses rendements. L'agroforesterie s'est débarqué au Québec en 1987 avec un monsieur, il était deux géographes, un ingénieur forestier, André Vézina, qui est le père de l'agroforesterie que je salue, qui est dans la région de la Pocatière. Et donc, de là, il y a le ministère, le MAPAC, voyait que, on avait déboisé, puis là, tranquillement, ils sont allés voir en Europe, aux États-Unis, puis on a parti vraiment la machine, planter des arbres, surtout des haies brise-vent. oui, Et très donc, important ça. est Hein? né Ouais. tranquillement l'agroforesterie, donc la culture, la production agricole avec une présence d'arbres, surtout en haies, le long des champs. Et au début, mais maintenant, on est rendu plus, et c'est tout, ça fait que c'est une nouvelle science qui est fascinante parce qu'on connaissait beaucoup les forêts, la dynamique, les Mhm. insectes, les maladies, etc. La ligne d'arbres dans une étendue de maïs et de soya, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Et moi, j'ai été commencé comme praticien, et je le suis encore, j'ai une entreprise, et juste par observation, je dis attention, il se passe de quoi ici? Là? Des fois, des murs de coccinelle au mois d'août, j'ai vu des haies rouges. Et je ne suis pas agronome pour 2 sous, mais j'ai dit, OK, il se passe de quoi? Et de là, j'ai pris contact avec des collègues, puis on était une dizaine dans le temps. Et donc, voilà. Et je fais aussi de la recherche parce que c'est trop fascinant. Et concrètement, le volet recherche, quand la recherche s'installe dans une discipline, c'est que là, Ça, ouais, ça. il y a matière. Il Puis, y a ça matière, fait ça juste... évolue assez Ouais, rapidement après ça parce qu'évidemment, on maximise évidemment à la fois les rendements en agriculture avec la foresterie. Enfin, vous parlez des haies brise-vent, très intéressant aussi par rapport à même au niveau de l'érosion des oui, terres. Alors, il y a vraiment plein de choses. Et puis même, en fait, là, évidemment, c'est sûr on pourrait en parler des heures parce que c'est un sujet très intéressant, mais des semaines. oui, c'est ça. Vous incitez beaucoup les gens aussi à planter sur leur terrain des espèces plus rares. Là, vous parliez du Oui. chêne bicolore. Là, je ne sais pas si mes chiffres sont... enfin, évidemment, on pouvait avoir quand même, je ne sais pas s'il n'y a pas longtemps, là, un arbre, un chêne bicolore là, à 100 $ pièce peut-être. Alors, ça peut être intéressant. Écoutez, ça, Il était ce sûrement... prix-là, c'était le prix horticole d'un arbre de 2 mètres, 3 Oui, mètres. c'est ça, Ce domaine, petit. mais vous pouvez très bien en avoir un par la poste à 2 $, là, mais OK. il va avoir 50 centimètres de haut. Bon, ben c'est ça. Si les jeunes couples là, de 22 ans viennent de leur acheter leur maison, bien que maintenant... Oui, mais il faut se donner une euh, chance. Là. Si on peut ouais, peut-être le non, mais partir un il peu y plus en a gros. pour tous les budgets. Il y en Ouais. a concrètement à 8 $ qui ont 1 mètre, des fois 1 mètre et quelques. Puis là, dans 3 ans, vous avez un bel arbre. Fait que ça, c'est un prix genre de luxe, là, des fois les gros arbres qu'on se fait transplanter puis qu'on se fait livrer là, avec une Ouais. grosse motte de terre. Mais Mais ouais, en tout cas, vous êtes optimiste quant à l'avenir, mais oui, il y a du travail et puis bon, je pense que les gouvernements sont quand même sensibilisés, oui, oui, ça oui, c'est oui. sûr. Et puis il y a vraiment des gens, de grands spécialistes qui surveillent évidemment l'évolution de ce qui se passe. Et puis bon, c'est quand même rassurant parce que évidemment, puis c'est sûr que là, évidemment, comme vous dites, c'est des terres qui sont plus au sud du Québec. Là, on parle pas de tout ce qui se passe plus au nord. Évidemment, tantôt Non, je parlais d'industrie minière, mais évidemment, il y a non, tout le déboisement qui se fait pour le bois, pour récolter le bois. Enfin, il y a ouais. toutes sortes de façons de faire. Mais enfin, plus près de nous, c'est ça. L'agroforesterie, c'est quelque chose vraiment qui se développe. Alors, vraiment très intéressant d'être venu nous en parler. Mon grand plaisir.
Oui. Monsieur Lucier, continuez, Charles Lucier, de planter des arbres. Je pense que vous en plantez au moins 4000 par année, ça se peut-tu? Non, ça, c'est un planteur très bon en plante 4000. Moi, c'est que ma marque de commerce, moi, j'en plante, Vous j'ai avez une moins le temps. entreprise. Non, 4000, ouais, 4, 6, 7000, ça dépend des années. D'accord. Et par contre, moi, c'est ma marque de commerce, c'est parce qu'on est dans le sud du Québec, c'est l'entretien, c'est la plantation et le suivi. Parce que c'est toujours beau de planter avec la première page du journal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 25 ans plus tard, sont encore là. Puis, tu sais, on a planté 1000, sont-tu les 1000? Donc, je assure un entretien et la recherche, tout ça. Fait que je suis pas axé sur le volume, la quantité, mais sur, qualité et suivi et acquisition de connaissances. Charles Lucier, botaniste géographe ou géographe botaniste, c'est selon. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bon été à vous. Bonne journée. Au revoir. C'est l'émission Aime l'été qui se poursuit. Nous avons pu discuter le 9 juillet dernier avec Jonathan Bolduc à propos de l'impact de l'apprentissage de la musique sur le cerveau. C'est avec plaisir que nous vous proposons de réentendre cette entrevue. On reçoit Jonathan Bolduc, professeur titulaire à l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada en musique et apprentissage. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Alors, écoutez, c'est ça, je vais vous voyer. Je sais, on se connaît, mais quand même, je ne serais pas capable de... Parce que vous êtes une sommité dans votre domaine et je ne pourrais pas vous dire... Je pourrais pas dire tu, c'est impossible. Alors, je règle ça tout de suite. C'est bon. Alors, oui, c'est ça. Vous êtes... évidemment, vous travaillez sur l'impact de la musique sur le développement cognitif, sur le cerveau, mais aussi sur l'apprentissage par la musique. Enfin, la musique... D'abord, vous avez, vous travaillez, vous êtes un enseignant, même au primaire, hein, vous enseignez à l'université, bien sûr, mais même au primaire, vous êtes intéressé par la musique depuis combien de temps? Ça a toujours fait partie de votre vie? Oh, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'intéresse au sujet. Ça a commencé très tôt au début de ma carrière parce que j'ai rapidement vu avec mes élèves que les enfants qui avaient de la difficulté, souvent à l'école, avaient aussi des difficultés en musique et que la musique pouvait les aider à soutenir leur apprentissage. Ça développait leur mémoire, ça développait leur concentration. Puis je me suis beaucoup intéressé à savoir justement comment la musique pouvait soutenir les apprentissages des enfants. Donc, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à voir quelle place on pouvait faire à la musique à l'école et surtout comment on pouvait l'utiliser pour aider notamment les apprentissages en français ou en mathématiques. Oui, c'est ça, parce que c'est une façon aussi en même temps de peut-être de capter leur attention davantage. Vous avez expérimenté tout ça? Ah, totalement. C'est une façon qui est totalement innovatrice de voir comment la musique peut venir là, d'une certaine façon développer plein de capacités qu'on a besoin dans notre vie quotidienne, donc de travailler tout ce qui est en lien avec la concentration, les activités de travail, de développer aussi tout ce qui est en lien avec la mémoire, ses fonctions exécutives, être capable de s'organiser au quotidien, faire de la musique en bas âge, mais aussi à l'adolescence ou dans la vie adulte, ça donne des compétences qui sont essentielles à tous les humains qui profitent de cet art-là. Oui, d'ailleurs, on vous parliez de mémoire, mais qui ne se souvient pas de, par exemple, la musique qui est bien présente souvent dans nos vies et la mémoire, on se souvient souvent de où on était, à quel moment, la musique qui jouait. C'est fou, là, il y a vraiment un lien profond, là. Et d'ailleurs, vous êtes souvent appelé, par les médias, notamment pour commenter cette chose-là, l'importance de la musique sur le cerveau. Et puis, vous avez participé justement dans des documentaires. Et puis, je pense à un très beau film aussi, ça m'a rappelé des souvenirs, là, Comme une vague, qui a été produit par Jean-Marc Vallée, le cinéaste bien connu au Québec. Alors, c'est ça, c'était un très beau film dans lequel on parlait aussi de la musique et le cerveau. Ben oui, on voyait aussi dans ce film-là, aussi dans toute la musique dans son apogée, autant auprès des nouveau-nés jusqu'aux personnes qui sont atteintes de démence d'Alzheimer, entre autres, de voir que la musique, c'est quelque chose qui progresse tout au long de la vie. C'est une activité, en fait, qui nous permet, en fait, de s'épanouir autant chez les très, très jeunes enfants. On sait faire de la musique avec les poupons. C'est une façon de développer le lien social, mais on sait aussi que de le travailler avec des personnes sont dans des situations plus de vulnérabilité, ça permet justement d'aller recréer des liens sociaux aussi avec eux. Donc, la musique, c'est une espèce de fil rouge qui nous conduit tout au long de la vie, mais qui nous permet justement de développer tellement d'habiletés, tellement de sensations, tellement de sentiments, qui fait en sorte que c'est vraiment un art qui est très puissant.
La musique, c'est un vecteur de bonheur, mais aussi d'épanouissement et d'accomplissement. Oui, totalement. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui jouent de la musique et qui, à travers la musique, vont chercher une forme de bonheur. Oui, et ça leur permet justement de s'épanouir. Moi, j'ai la chance de le vivre comme enseignant au primaire dans une école avec des élèves en situation de handicap. Okay. Ça leur permet aussi à ces enfants-là de faire jaillir tout leur potentiel. Hein. Mm-hmm. Souvent, ces enfants-là n'ont pas nécessairement la possibilité de participer à des activités sportives ou des activités autres. Faire de la musique, ça leur permet de s'exprimer, de faire reconnaître leur talent. Et c'est tellement un élément important sur l'estime de soi. Et la musique, ça vient vraiment rejoindre profondément ces enfants-là qui en ressentent vraiment une très, très grande fierté. Oui, parce que vous êtes spécialiste en musique à l'École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Et puis, d'ailleurs, il y a eu de belles choses qui se sont réalisées à cette école. Et je pense la création d'instruments de glace. Oui, cette année, on a eu la chance avec ma collègue Christine Lavalière, qui est une musicienne éducatrice aussi formidable, avec qui on a créé un orchestre de glace inspiré de travaux qui ont été réalisés en Finlande. L'objectif, c'était de permettre à nos élèves qui ont des problèmes d'audition d'avoir un orchestre qui vient stimuler justement tous les aspects auditifs avec des sons cristallins, donc en collaboration avec le Carnaval de Québec et un organisme communautaire qui s'appelle UQ Atelier au Saguenay. On a fait à l'école, dans la cour d'école, un orchestre complètement composé d'instruments de glace, de xylophone, de djembé, d'instruments de percussion qui permettaient aux enfants de faire de la musique avec des instruments de glace et de développer leur potentiel. C'était unique au Québec et surtout pour ces élèves-là, c'était une façon aussi de démontrer qu'ils étaient capables de réaliser de grandes choses malgré des contraintes d'audition et de langage. Oui, c'est ça. Donc, c'était unique. Alors, bon, j'imagine que l'expérience va se refaire, mais en fait, vous qui êtes appelé aussi à l'étranger, parce que ça, il faut le dire, hein, vous êtes un chercheur, donc on fait appel, bien sûr, à vous. D'ailleurs, vous allez partir là prochainement pour à peu près 1 an. Vous avez évidemment fait doctorat, post-doc et tout, et puis ça se poursuit. Alors, du côté de l'Europe, alors, j'imagine que toutes ces expériences-là aussi, vous allez les partager avec des collègues là-bas. Oui, totalement. Puis c'est une façon aussi d'aller mettre nos connaissances à jour, d'échanger nos savoirs, de participer justement au développement des connaissances. C'est une façon super importante. Vous savez, le domaine de la psychologie de la musique, l'éducation musicale, on est encore quand même au tout début du savoir là-dedans. Il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre sur le cerveau musical, notamment chez les jeunes enfants. C'est le moyen le plus important, justement, d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre aussi comment la musique peut accompagner les enfants au quotidien. Donc, c'est un domaine totalement fascinant. Alors, vous allez avoir beaucoup de plaisir au cours de la prochaine année, j'imagine. J'espère que vous allez pouvoir profiter quand même aussi de l'Europe à travers tout ça, parce que vous allez en France, je pense, hein? Oui, totalement. Donc, j'espère bien en profiter aussi. Oui, bien sûr, avec la petite famille. Bien sûr, le travail, mais on essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Moi, je vous ai connu aussi dans le projet Mazam. Alors, on s'était rencontrés à la Fête de la musique de Tremblant. Vous avez une collaboration avec Angèle Dubois et son mari, là. Alors, puis qui ont participé aussi à ce projet-là. Justement, c'était très ludique, là. Oui, totalement. Mazam a été une application qui a eu beaucoup de succès. Mazam a été élue pendant les 3 dernières années comme meilleure application musicale pour la famille aux États-Unis. C'est une application qui vise notamment à éveiller les enfants à la musique classique, mais aussi à développer toutes les différentes compétences qui sont liées aux fonctions exécutives, dont être capable de développer la mémoire de travail, l'inhibition du comportement, l'attention chez les enfants. Donc, c'est une application qu'on retrouve sur toutes les plateformes où on peut télécharger, qui permet justement d'aller voir et surtout de travailler avec de la musique qui est unique et des enregistrements qui sont d'une très grande qualité. Ça vient du catalogue d'Analecta. Analecta, exactement, oui. Exactement. Donc, une application qui est très utile pour tous les parents, les grands-parents et les familles qui voudraient donner une initiation musicale, un éveil musical aux enfants qui sont âgés environ de 3 à 6 ans. Oui, puis on parle principalement de musique classique. Totalement. Et on retrouve différents styles, en partant de la musique de Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Le but, c'est vraiment d'éveiller les enfants à différents styles musicaux, mais qui apprennent aussi à reconnaître plein d'éléments qui sont essentiels dans une culture musicale, les rythmes, les hauteurs de son, les timbres, les musiques consonantes, dissonantes. Donc, ça donne vraiment un très, très grand éventail de connaissances musicales aux enfants, mais d'une façon ludique par le jeu, essentiellement. C'est ça. Et donc, l'application est toujours disponible. Hein? Donc, les exercices les activités, les ateliers sont toujours là.
en ligne. Toujours disponible sur les plateformes, et c'est aussi offert dans le réseau des bibliothèques du Québec. Donc, merveilleux. Oui. Alors, évidemment, bon, il y a plein d'autres projets sur lesquels vous travaillez, mais enfin, oui, mais Nathalie avait une autre question, je pense. Non, pas du tout. En fait, non, j'avais un commentaire parce que je sais que sur la chaîne Ami Télé. Ouais, Martin Deschamps a une émission, justement, il rencontre des experts qui étudient l'impact de la musique sur le cerveau. Et oui, Jonathan était dans l'émission aussi. Exactement, c'est ça, je voulais mentionner. Allez voir ce documentaire-là sur la chaîne qui est disponible depuis le 26 juin. Oui, c'est très beau, et puis c'était tellement intéressant de faire ce reportage-là, de voir effectivement que ce qui m'a beaucoup touché dans ce reportage-là, c'est de voir que la musique, elle est partout, peu importe en fait la condition des personnes. Ça vient donner un message qui est très unificateur, de dire que peu importe qui on est, peu importe notre condition, la musique, elle peut nous accompagner dans notre quotidien. Et Jonathan, vous dirigez le laboratoire Muse Alpha. Alors là, évidemment, c'est plus le chercheur, là. Puis après ça, vous allez vérifier sur le terrain en tant qu'enseignant, mais j'imagine. Mais donc, Muse Alpha, alors, qui parle des effets de la musique, bien sûr, sur le développement des enfants. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce laboratoire? Plein de choses. Le laboratoire, ça vise essentiellement à mener des travaux qui visent à voir quel est l'impact de la musique à l'école. Donc, on s'intéresse généralement des enfants d'âge préscolaire primaire, donc en classe à peu près de 5 ans jusqu'à 12 ans, et on étudie dans notre laboratoire quel est l'impact de la musique sur les apprentissages en français et notamment en mathématiques. On sait que faire de la musique, ça peut développer plein de compétences qui peuvent aller travailler justement sur la retention des mots, des formules mathématiques. La prémisse de ce laboratoire-là est venue d'un principe très simple. On a tous un peu, au cours de notre enfance, appris l'alphabet sur une mélodie. On a appris nos tables de multiplication sur des rythmes. Et on voulait justement mettre en perspective quel est l'impact de ces composantes musicales-là, de la mélodie, du rythme simple, comment ça peut influencer les apprentissages scolaires. Donc, le laboratoire a vraiment une dimension qui est très pédagogique, celle de vraiment démontrer l'utilisation de la musique en classe et comment elle peut soutenir, en fait, la réussite scolaire des élèves. En tout cas, chose certaine, vos recherches sont importantes. Alors, comme vous disiez, on est vraiment au début des connaissances, mais en fait, ça se développe de plus en plus grâce à vous. Alors, vous êtes effectivement, je le rappelle, une sommité en la matière. Vous avez quand même un doctorat et post-doctorat en éducation musicale, encore une fois titulaire de la chaire du Canada en musique et apprentissage. Et vous avez aussi eu des distinctions, là, notamment membre de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Alors, vraiment, et puis en 2022 aussi, au Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Alors, bravo, Jonathan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on est une grande équipe. On est toute une grande communauté de chercheurs qui permet de faire évoluer la science en éducation musicale. Puis je pense que c'est juste un avantage pour tous les jeunes élèves et les adolescents dans nos écoles de valoriser la musique dans le système scolaire. C'est extrêmement important. Et bonne suite pour la suite des recherches, là, finalement, ce que vous allez faire dans la prochaine année en France. Alors, merci bien d'être venu nous en parler. Merci. Ça me fait plaisir. Je vous tiens au courant. Oui, on se tient au courant certain. Absolument. On veut tout savoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous en prie. Vous écoutez Aime l'été. Pour amorcer notre deuxième moitié d'heure, on vous présente une entrevue réalisée le 28 juin dernier à Aime l'été, alors que nous passions l'heure avec l'animateur et producteur bien connu Josélito Michaud. Nous recevions durant l'émission notre stagiaire et collaboratrice au contenu, Clarence Robitaille-Meloche, et durant cette entrevue, elle nous a éclairé concernant sa neurodivergence. On écoute ça. On accueille à l'instant notre autre collaboratrice à la recherche, Clarence Robitaille-Meloche. Bonjour Clarence. Bonjour. Et tu es formidable. Tu es vraiment quelqu'un, en fait, tu es une membre de l'équipe absolument adorable. Nous sommes très, très fiers de t'avoir à nos côtés. Et chanceux de t'avoir à nos côtés. Oui, tout à fait. On est chanceuses. Oui, tout à fait. Et là, on parle de singularité, on parle ici, évidemment, à Canal M de handicap. Et bon, je disais que c'était une facette de la diversité humaine. Et toi, tu présentes quand même une particularité aussi. Alors, tu vas nous en parler. Tu as une neurodivergence. Exactement. Je suis autiste Asperger. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, le terme Asperger est un peu controversé parce que les historiens ont découvert que Asperger, le scientifique qui a donné son nom à cette variante de l'autisme, était en fait un nazi convaincu. Donc, Ah oui, c'était ça l'histoire. Exactement. Oui. Donc, c'est
un peu moyen de lui donner ce nom-là, oui, parce que, bon, c'est rare que les gens veulent être associés au nazisme, mais le terme politiquement correct, qui a été retenu, c'est autisme invisible. Que tu n'aimes pas comme expression. Toi, tu n'aimes pas, c'est vrai. Tu n'aimes pas ça. Autisme invisible ou autisme caméléon. Ouais. C'est un terme avec lequel, personnellement, j'ai un peu de difficulté parce que ce terme-là a été choisi parce que cette forme d'autisme, parce que l'autisme, c'est un spectre, il n'y a pas de case, c'est vraiment... C'est large. C'est large, c'est large, il y en a beaucoup. Il y a un éventail très grand. C'est un éventail très grand. Et donc, du fait que c'est un grand éventail, l'autisme invisible, sur l'éventail, c'est celui qu'on voit le moins parce que ça sous-entend qu'il n'est pas visible pour quelqu'un de l'extérieur. Moi, j'ai de la difficulté avec ce terme parce que pour moi, mon autisme, il n'est pas invisible. Il est là. Il est avec moi au quotidien. Il m'accompagne partout. Et oui, il impacte mon quotidien. Donc, pour moi, non, il existe. Il mais est en quoi invisible. l'impact... excuse-moi, mais en quoi c'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport à visible et invisible. Souvent, on dit ça, pardonnez-moi cette parenthèse, mais elle est importante. Il y a eu beaucoup de campagnes publicitaires à un moment donné sur les maladies mentales. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit là. Et c'était la maladie physique versus la maladie mentale. Il disait, à un moment donné, tu te souviens, quand il mettait, par exemple, un plâtre, il mettait quelque chose, c'était visible, il disait, voilà. Et quand tu faisais une dépression, tu n'avais pas le droit. Tout ton mal devenait invisible. On dit ça souvent pour les soldats qui reviennent de l'Afghanistan. Les chocs post-traumatiques. La même chose, on réclame le côté visible de l'invisible. Mm-hmm. C'est très intéressant ce que tu dis. En quoi ça t'impacte dans la vie de tous les jours? En tant que personne autiste, j'ai un développement cognitif qui est différent. Là où moi, ça m'affecte, c'est surtout dans mon développement social. J'ai énormément de difficultés à établir des liens avec d'autres personnes. J'ai de la difficulté à comprendre les sous-entendus ou à saisir le non-verbal des gens, ce qui fait que je suis une personne qui peut être naïve ou qui peut se faire avoir plus facilement. Donc, ça impacte aussi mon niveau de confiance envers les gens parce que je me dis, moi, je sais que je peux me faire avoir plus facilement. Comment je peux être sûre que la personne n'essaie pas de me mentir ou de m'arnaquer? Et comment faites-vous pour savoir qu'elle ne veut pas t'arnaquer ou pas? Des fois, je le sais pas. Mais il y a des moments où, quand je suis moins certaine, ce que je fais comme beaucoup d'enfants. Donc, j'appelle ma mère. Et je lui raconte ce qui s'est passé et ce que j'ai compris. Et elle me dit, et c'est elle qui va me conseiller, oui, non. Oui, ça s'appelle la validation. C'est très intéressant. Ça veut dire que tu ne peux pas lire entre les lignes. C'est ça que je comprends? Exactement. J'ai énormément de difficultés à lire entre les lignes. Ce qui est très drôle parce qu'avant de venir étudier en journalisme à l'UQAM, j'ai fait un baccalauréat en études littéraires. Ben oui. Qui consiste à lire entre les lignes. Est-ce que tu as réussi à le faire? On va dire que j'ai réussi à 75 Okay. Parce que l'avantage de la littérature, c'est que c'est une forme d'art. Et que comme tous les arts, c'est très subjectif. Donc, même si ma façon de lire entre les lignes est différente de celle des autres quand j'y arrive, elle est quand même valide parce que je peux l'appuyer avec différents arguments. Oui, toutes les matières d'interprétation. C'est intéressant, oui. Exactement. Donc, j'y arrive. Mais donc, tu interprètes tout un peu différemment, au fond. C'est ça, la difficulté. C'est peut-être elle qui a raison. À ta façon. C'est peut-être elle qui a raison. Eh ben, voilà, dans son interprétation. Oui. Est-ce que c'est drôle parce que je connais quelqu'un de mon entourage qui vit ce que tu vis. Est-ce que tu es en mesure parfois de comprendre que l'autre a besoin d'avoir plus d'expression de toi, plus de réaction que toi? Oui, je suis capable de le comprendre. Je ne le comprenais pas toujours quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'arrive à le comprendre et quand ça arrive d'instinct, mon réflexe, c'est de faire comme le mime sur Internet de Homer Simpson qui rentre dans les buissons par en arrière. C'est un peu le réflexe que j'ai dans ce temps-là. Mais aller voir l'autre et lui demander qu'est-ce qui se passe ou essayer de lui offrir du réconfort, j'en suis incapable. Parce que je ne sais jamais quoi dire ou quoi faire dans ces situations-là, ça me met mal à l'aise. Même si je voudrais essayer, j'y arrive pas, je fige. Et là, on vous juge sévèrement en disant vous êtes antipathique, vous êtes pas empathique, c'est ça qu'on dit? Exactement. On est jugé comme des personnes qui sont plus antipathiques ou qui ont moins d'émotions. C'est pas qu'on en a moins, on en a. Même des fois, on en a plus que les autres, mais ce ne sont pas des émotions qui sont en réaction aux mêmes choses que les autres, où on réagit différemment dans des situations données. Donne-moi un exemple de réaction que d'autres pourraient trouver excessive et que toi, tu dis, c'est ma réalité à moi. Par exemple, j'ai beaucoup de TOC parce qu'en tant que personne autiste, j'ai besoin que mon quotidien soit assez réglé. Oui, des repères.
des repères. Et j'ai besoin de pouvoir anticiper d'avance ce qui va arriver. J'anticipe tout le temps. C'est ma façon à moi de me rassurer. Oui, bien sûr. Et par exemple, un simple événement, par exemple, j'ai l'habitude de prendre tel autobus à telle heure pour rentrer chez moi. Et là, j'attends et l'autobus ne passe pas pour... N'importe quelle raison. N'importe quelle raison. Ça pourrait me déclencher une crise. Quel genre de crise? Ça dépend des fois. Ça pourrait me déclencher une réaction, genre je me mets à pleurer, par exemple. Est-ce que tu finis par te raisonner en disant l'autre autobus va arriver, inquiète-toi pas, c'est arrivé auparavant, il y a 15 minutes de délai, tu peux attendre les 15 minutes encore. Est-ce qu'il y a un raisonnement comme ça qui finit par arriver avec l'âge? Pour moi, oui. Pour des situations comme ça qui sont plus ou moins graves, oui. Mais des situations, par exemple, qui sont beaucoup plus grosses, par exemple, et qui pourraient avoir des conséquences sur moi, mais aussi sur d'autres personnes. Par exemple, on avait un travail d'équipe à remettre et on a eu un problème avec l'imprimante, donc on n'arrive pas à imprimer le travail. Je comprends. Là, je sais que moi, ça peut m'affecter, mais j'ai peur aussi que les autres soient affectés par mon erreur et que déjà, pour moi, travailler en équipe, c'est difficile parce que j'ai de la difficulté à établir des liens avec les gens. Je me dis, ils vont être encore plus pénalisés par ma faute et ça va renforcer leur implication. Clarence, dans son cerveau, quand elle se couche le soir, tu dois être fatigué. Oui, mais je dors jamais. Parce que, en fait, je dors jamais. Je dors très peu. Mais ça continue à trotter dans ta tête. Oui, mais l'insomnie, c'est caractéristique de l'autisme. Parce qu'on overthink beaucoup. On doit s'arrêter pour une pause, les amis. Merveilleux. Merci pour tes questions, José Lito. Alors, vraiment, c'est vraiment très pertinent. On sait que tu as déjà fait ça, toi, par le passé. Alors, on s'arrête le temps d'une pause et puis on revient tout juste après. L'été. Et oui, M l'été, deuxième moitié d'heure. Je suis avec José Lito Michaud en studio, Nathalie Barrette, notre chef recherchiste, et également notre collaboratrice à la recherche, notre autre collaboratrice, Clarence Robitaille-Meloche, et qui nous parlait évidemment de sa réalité, sa neurodivergence. Elle nous a parlé d'autisme. Et pendant la pause, évidemment, José Lito, qui ne peut pas s'empêcher de poser des questions. J'en pose trop de la Non, c'est correct. Okay. C'est très, très bien. D'ailleurs, on t'a invité pour ça. C'est pas compliqué. Mais la vie est drôlement faite parce que des fois, les gens viennent manger à la maison. On se croirait dans le train. Mais oui, mais c'est ça dans la vie. Voilà. Je m'intéresse aux autres. C'est ça. Exactement. Tu es curieux et tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait ta particularité, ta singularité. C'est un mot que j'aime tellement. Bon, voilà. Et puis, alors, on parlait de la singularité de Clarence. Et puis, pendant la pause, José Lito n'a pas pu s'empêcher de lui demander si elle était en relation amoureuse. Alors, tu lui as répondu, Clarence, que non. Non, je ne suis pas en relation amoureuse et ce n'est pas quelque chose que je recherche pour plusieurs raisons. Par exemple, étant donné que j'ai beaucoup de tocs et beaucoup de manies, je sais que quand je vis avec quelqu'un, ça peut être dérangeant. Donc, mes parents, par exemple, avec qui j'ai vécu pendant 23 ans, évidemment, donc de ma naissance jusqu'à le moment où je suis partie en appartement, ils sont habitués, ils le vivent bien ça va. Mais une personne qui vient d'arriver, qui n'est pas habituée, ça peut être un choc. Et moi, ce sont des manies que je ne contrôle pas. J'ai beaucoup de tocs. J'aime organiser mon environnement comme je veux. Est-ce que tu vas faire le deuil de l'amour à cause de ça? Je vais finir mon propos et je vais revenir à ça après parce que c'est intéressant. Bon, c'est intéressant. Tu t'es replacé, José Lito, hein? Mais ça, t'as replacé là, ça a pris une seconde et quart, j'aime ça. Oui, les Asperger sont en général très francs. Moi, j'adore, allez-y. Ouais. Parfait. Je n'ai pas de problème de la franchise, moi. Donc, comme j'ai beaucoup de tocs de manie, je me vois mal partager mon espace de vie avec quelqu'un d'autre. Je trouve ça un peu difficile. Et aussi, il y a le toucher. Quand on est autiste, on est très facilement surstimulé. Donc, c'est comme s'il y avait trop de choses qui se passaient en même temps dans notre environnement et on n'arrive plus à le gérer. Et le toucher, ça peut être un facteur de surstimulation, ce qu'on appelle en anglais être overstimulated. Ouais. Et le toucher, ça en est. Moi, je suis pas quelqu'un qui est tactile dans la vie. J'aime pas ça. Donc, je m'imagine dans l'intimité avec quelqu'un et me dire, OK, là, il faut que je sois toute nue contre une autre personne, totalement toute nue, avec les organes génitaux de quelqu'un qui se frotte contre les miens. Non. Ce n'est pas possible. Que j'aime... Cette franchise. Ça, là, Clarence, quand j'ai un invité comme toi, je finis ma journée puis je dis, bon, c'est fait, c'est réglé, on a eu quelqu'un de franc. Donc, est-ce que tu vas faire un deuil sur l'amour totalement dans ta vie? Moi, je pense que oui. Parce que pour l'instant, en tout cas, il n'y en est pas question. C'est pas quelque chose que je me sens prête
à traverser. Mais de toute façon, tu n'en souffres pas du tout? Absolument pas. Bon, ben voilà. Absolument pas. On a notre réponse. Oui, c'est correct. J'adore comme réponse. Et écoute, et puis il y a des gens qui sont seuls et qui sont très bien d'être seuls aussi, qui ne sont pas en relation amoureuse. On n'a pas besoin d'être dans le spectre de l'autisme pour aimer, apprécier la solitude et ne pas avoir à introduire quelqu'un dans notre vie, c'est sûr. Exact. Absolument pas. D'ailleurs, moi, je trouve ça assez triste, les gens qui ont absolument besoin d'être entourés de d'autres personnes pour être heureux, comme s'ils avaient besoin d'être validés, mais constamment, ou qu'ils ont toujours besoin, qui transmettent leur bonheur sur les autres. Deuxième bonne réponse. C'est bon. Non, mais c'est vrai, mais pardonnez-moi, c'est parce qu'on passe notre vie, Clarence, à essayer, tout le monde, habituellement, sauf toi peut-être, mais dans la vraie vie, on essaie beaucoup d'être validé par les autres. C'est ce besoin inné de reconnaissance. On le voit assez jeune, d'ailleurs, très tôt. On a besoin de dire, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait mon ménage? Est-ce que j'ai bien fait mon lit? Donc, on est souvent conditionné dès notre jeune âge à chercher le regard d'un autre. Et c'est étrange parce qu'on parlait, avant d'entrer ensemble dans cette belle émission, on parlait de Céline Dion, de ce qu'elle vivait. Et j'ai l'impression que quand elle a pu le regard de sa mère porté sur elle et le regard de son mari porté sur elle, c'est comme si le corps disait, c'est terminé maintenant, je peux arrêter de travailler. C'est intéressant ton analyse de ce phénomène-là. Parce que tout est arrivé à la mort de sa mère, qui est décédée le 17 janvier 2020. Et puis, c'est en mars 2020, au moment de la pandémie, où tout est tombé pour elle. Et moi, je l'avais dit, il y a des gens intimes, je l'avais même dit à elle quand je l'ai pris dans mes bras, ça va être difficile pour toi, j'ai l'impression. Et je me souviens, donc, c'est quand on cherche, pour nous, les gens qui faisons ce métier-là public, c'est souvent moteur, le regard de l'autre. Mais quand le regard de l'autre devient une dépendance, là, c'est là que c'est dangereux. Je comprends. Mais je travaille au quotidien avec Clarence. C'est un grand bonheur de travailler avec elle. Elle n'a pas besoin de ça, mais je lui dis constamment à quel point elle est précieuse dans notre équipe. Comment elle réagit, Clarence, quand tu lui fais autant de compliments? Moi, ça me fait toujours plaisir, c'est sûr. Ça me fait plaisir, puis je me dis, tant mieux, ça veut dire que mon rapport de stage va être positif. Elle voit ça pratico-pratique, c'est sûr. C'est extraordinaire, Clarence. C'est pas extraordinaire. Mais, au fond, dirais-tu que ta différence fait ta richesse? Tu te sens riche, autrement dit? Oui, complètement. Bravo. Complètement. Moi, je suis quelqu'un qui aime accentuer que je suis différente. Je peux tout à fait fonctionner, je peux travailler, je peux étudier, je peux avoir mon propre appartement, je peux... Être autonome complètement, je peux avoir les loisirs que je veux. Donc, oui, mais j'aime bien, par exemple, aujourd'hui, je suis habillée de rose des pieds à la tête parce que j'aime bien utiliser, par exemple, mes vêtements pour accentuer le fait que je ne suis pas comme tout le monde. Ah, c'est intéressant. Mes vêtements me permettent de dire, non, je ne suis pas comme vous. Et il y a des gens qui veulent bien faire et qui essaient de me dire, non, mais t'inquiète pas, t'es comme nous. Non. C'est ça, donc tu ne recherches pas nécessairement t'as pas ce besoin de dire que tu es comme tout le monde. Bien sûr, c'est souvent d'ailleurs un enjeu pour bien des gens qui ont soit des limitations, certains handicaps, ils veulent se fondre dans la masse, t'as raison. Oui, mais c'est la société qui exige ça. Ou qui exige ça. Mon fils a des troubles d'apprentissage importants, tu le connais, Antoine, et c'est très compliqué pour lui d'apprendre à lire, c'est la même chose. Bon. Et puis, moi, j'ai essayé comme parent, j'ai essayé parce qu'on tente toujours, j'ai essayé de dire, pense aux petites victoires, pense pas aux autres victoires. Et Bernard Boyer disait toujours, l'alpiniste disait toujours, à chacun son Everest. Et moi, c'est très important pour moi et pour lui. Comme par exemple, il est devenu mécanicien, puis il excelle vraiment bien. Puis, je disais encore ce matin, tous les jours, je lui dis que je l'aime. Tous les jours, c'est 4-5 heures par jour. Tous les jours, je dis que papa, j'ai fait tantôt un changement d'huile, puis ça va bien. Je trouve que des fois, c'est des petites victoires qui amènent... Et c'est d'être dans sa réalité à lui. Parce que comme parents, on veut tellement plus pour nos enfants. Mais en même temps, c'est ça que lui a besoin. Fait que je me suis adapté à ça et je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai compris ça, que j'ai essayé de ne pas mettre trop d'espoir dans cet homme-là, mais plutôt de garder les espoirs qui sont réalistes pour lui. Tout à fait. Mais là, évidemment, Clarence, tu es consciente d'une chose. Tu présentes une certaine douance. La douance peut faire partie... Elle réagit quand même. C'est-à-dire, elle n'est pas certaine du mot douance. La douance fait partie du spectre, bien en sûr. quelque sorte, oui. Alors ça, il faut le dire, ce n'est pas tous les personnes autistes qui ont le même parcours que toi et certains ont de grandes limitations. Alors, c'est sûr que tu es privilégié. Est-ce que tu aimes qu'on dise ça? Que je suis privilégiée. Je pense que dans mon cas, c'est vrai. Donc, je peux parler pour moi, mais je ne peux pas parler pour tous les autres autistes. Pour moi, oui. Je dirais que je suis privilégiée parce que
je suis capable de fonctionner avec, j'ai appris à fonctionner avec et je sais reconnaître que ça me permet de faire des choses que d'autres personnes ne pourraient pas faire. Donc oui, je suis limitée à certains niveaux, mais pas autant que d'autres. Donc j'ai de la chance quelque part, je trouve que je m'en tire bien. Donc je suis très heureuse avec ça. Moi, j'ai une question très honnête. Comme on a quelqu'un d'honnête devant soi, c'est facile. Est-ce qu'à un moment donné, tu as maudit la maladie? Tu as dit, j'en peux plus de ça. Ma différence, j'en peux plus. Je vais être comme tout le monde. Est-ce qu'un jour, c'était arrivé, ça? Alors, maladie, non. Je sais. Très bien. En le disant, j'ai vu ta réaction. Non. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est une neurodivergence. Parfait. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un moment où ton état, tu l'as maudit en disant, je parle plus jeune, là, j'entends. Tu t'es dit, j'aimerais tellement être ça comme les autres, ça serait moins complexe. J'ai eu une petite période où j'essayais de me fondre un peu plus dans la masse, d'essayer de me faire aimer un peu plus des autres. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore diagnostiquée. Donc, je ne savais pas. Je savais que j'étais différente, mais je n'avais pas de mots à mettre dessus. Quand j'ai eu 12 ans et que j'ai été diagnostiquée autiste Asperger, c'est la meilleure chose qui m'est tombée. C'est la meilleure chose qui m'est tombée dessus, ce diagnostic, parce que j'avais enfin des mots pour expliquer pourquoi j'étais pas comme les autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde. J'ai dit, je suis différente, je peux l'expliquer. Alors, vous faites avec, parce que moi, je ne changerai pas pour vous faire plaisir. Je ne peux pas changer pour vous faire plaisir, tout simplement. Ben, c'est une belle réponse. Et puis, merci pour ton témoignage, Clarence. Hein, vraiment. Merci. On va accueillir notre dernier invité de l'émission, qui est Maxime Drolet. Bonjour, Maxime Drolet. Bonjour, ça va bien? Ben, très bien, merci. Et puis, on va parler évidemment de votre parcours de vie. À l'âge de 19 ans, tu es devenu tétraplégique, hein? Oui, exactement. Bon, alors, suite à un accident de voiture, alors on ne va pas nécessairement reparler de cet événement-là, mais évidemment, tu as dû te rebâtir complètement. Tu as dû, évidemment, relever de nombreux défis. C'est sûr que ça n'a pas été facile au début, mais tu es un exemple de détermination et tu nous montres à quel point c'est possible de refaire sa vie, même si on a des limitations. Et parce qu'à un moment donné, là, vraiment, toi, c'est sûr que tout de suite après ton accident, là, ça n'a pas été facile. Non, c'est sûr que c'est ça quand tu comme perdre les usages de ses jambes, de ses mains, c'est quelque chose vraiment, tu peux pas vraiment expliquer tant que tu le vis pas. Mais c'est sûr que je pense pas qu'il y ait grand monde qui vit ce genre de choses-là, que dans les débuts, c'est quelque chose de facile à accepter. Je pense que chaque personne a son comme degré de résilience, mais ça prend pas juste des mois, mais des années, je pense, à se rebâtir, comme tu dis. Puis c'est ça. Là. Moi, ça a pris quand même un certain temps, mais qu'est-ce que moi j'ai comme chance, c'est d'avoir vraiment un très bel entourage, une famille très proche de moi qui m'ont toujours encouragé dans tous mes projets. Donc oui, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais j'ai besoin de mon équipe pour pouvoir mener à bien mes projets, surtout quand tu as un accident où que 80% des choses que tu faisais avant, tu peux plus les faire. Donc ça prend quand même des gens pour pouvoir t'aider à accomplir ce à quoi tu aspires. Donc c'est ça. C'est sûr que sans ma famille, je pense pas que j'aurais pu être là, mais oui, j'ai quand même, je pense, un peu en moi déjà ça un peu de toujours vouloir plus, puis de pas de certaine manière s'apitoyer sur son sort. Donc, oui. Maxime, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui vivent des moments difficiles, comme tu as vécu, parce que j'imagine, toi, à l'époque, quand tu as eu ton accident, tu devais te dire la vie est finie. Tu devais te dire ça sur ton lit d'hôpital. J'imagine que c'est difficile de remonter. C'est sûr que tu as toutes les pensées qui ne veulent pas dire que j'étais quand même assez jeune, j'avais juste 19 ans. Puis c'est sûr que tu as tous les types de pensées du genre, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être capable de retomber en amour. Moi, j'avais une idée de qu'est-ce que je voulais faire aussi professionnellement, puis ce métier-là n'était plus possible. Donc, c'est totalement en question sur un peu toute ta vie. Puis, tu perds l'usage aussi, mais tu perds aussi des sensibilités. Puis, ça touche tellement d'aspects de la vie que des fois, les gens, ils pensent juste que, OK, ces gens ne bougent pas, c'est tout. Mais c'est avoir surtout quelqu'un, quand tu es atteint de la moelle épinière, c'est beaucoup plus que ça. C'est de réapprendre aussi à comprendre comment ton corps fonctionne, tes organes, désolé, ils agissent différemment. Fait que c'est pas juste le côté physique, c'est le côté mental, c'est le côté aussi de réapprendre à comment ton corps maintenant il fonctionne différemment. Donc c'est beaucoup de choses à apprendre en même temps. C'est pour ça, comme je dis, ça prend des années
à se rebâtir. Exactement. Ouais. Mais je t'admire beaucoup pour tout ce que tu as acheminé depuis c'est vraiment ce temps. un exemple très fort. Mais en fait, donc, tu avais c'est ça, le choix de t'apitoyer sur ton sort ou enfin de mordre dans la vie. C'est ce que tu as fait finalement. Et toi, tu étais déjà joueur de hockey. Alors, tu avais le sport, en fait, dans ton ADN, façon de parler. Tu avais déjà cette passion-là. Et donc, ça a été normal, pour toi de te remettre à l'entraînement. Et évidemment, tu avais ton père, justement, qui t'accompagnait à des entraînements et tout, enfin, qui était très présent. Et puis, tu as un frère aussi qui est très impliqué avec toi. Ton frère, je pense que c'est ton frère jumeau, hein? Frère jumeau, ouais. Dans le fond, on est une famille de 4 enfants, puis on est tous vraiment très sportifs. Encore aujourd'hui, pas juste qu'on était enfants, mais maintenant, tu sais, ma soeur, c'est la plus vieille, elle a 34 ans. Moi, mon frère, on est dans le milieu, on a 30 ans, puis j'ai un petit frère de 25. Puis on est tous très sportifs. Ça a toujours été quelque chose de super important, naturel, pas nécessairement quelque chose de... Des fois, il y en a qui trouvent ça comme c'est un fardeau là, de devoir dire OK, il faut que je me mette en shape ou qu'il faut que je garde une certaine activité physique à chaque semaine. Nous autres, on a toujours vraiment aimé ça. Puis c'est ça, suite à ma réadaptation, tu sais, quand tu perds 80% des heures de ton corps, il y a beaucoup de choses du quotidien que tu peux plus faire. Puis tu sais, moi, on dirait que dans les débuts, c'est la seule chose que je me disais, tu sais, comme moi, je voulais m'entraîner pour devenir le plus autonome possible parce que l'affaire que je trouvais vraiment difficile, c'est de dépendre des autres. Fait que c'est quelque chose que j'ai même... Je dirais depuis mon accident, je fais encore plus d'activité physique que j'en faisais avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu naturel. Puis j'ai même fait des marathons, j'ai fait des ultramarathons. Puis je joue au rugby aussi en fauteuil roulant depuis un certain temps. Fait que, puis je veux pas le fait d'avoir une certaine forme physique, surtout quand tu es en mobilité réduite, le fait d'être toujours assis, le corps n'est pas fait pour être toujours en position assise. Fait que le fait d'être en forme, mais ça te permet aussi de juste dans le quotidien de pouvoir t'aider autant pour faire des transferts au lit que juste faire du ménage ou peu importe. Ça t'aide dans tous les aspects de ta vie. Donc, c'est ça, juste pour gérer ton quotidien. Alors, ça prend une excellente forme physique pour y arriver, pour être le plus autonome possible. Donc, alors, effectivement, tu vas passer une période de réhabilitation, tout ça. Tu vas aussi retourner aux études. Ça, c'était en 2014. Ouais. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et puis, donc, c'est tout le rapport au temps qui change. Alors, ça prend le temps que ça prend, mais finalement, tu y arrives. Et puis, alors, tu parles évidemment de marathon. Tu parles tu as fait Montréal-Québec aussi avec ton frère. Oui, avec mon frère, oui, exact. Quand même. Et puis, ça a été une expérience un peu difficile dans la mesure où je pense que tu es tombé, tu as fait une chute. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais c'est ça, les courses d'endurance, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai été président d'une fondation pendant 6 ans. Puis on avait comme établi à chaque année, je voulais faire un défi puis faire une levée de fonds autour de ce défi-là. Puis le dernier que j'ai fait justement en 2020, justement, c'était ce défi-là, Montréal-Québec avec mon frère. Puis c'était toute une aventure, mais oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment... on dirait que la plupart des gens n'aiment pas tant ça, faire des longues distances, courir. Mais j'étais également, moi, malgré que j'étais quelqu'un de beaucoup en forme, j'avais jamais couru, même sur mes 2 jambes, plus que 5, 6, 7 kilomètres. Puis on dirait d'apprendre à le faire, t'apprends quelque chose à travers ça. Puis je trouve que chaque course, c'est un peu comme... Je trouve un peu ça comme le quotidien de la vie. Tu sais, des fois, il y a des courses qui vont super bien, puis t'as d'autres jours que tu fais le moins bien, puis après 2 kilomètres, t'es pas capable. Mais je trouve que ça représente un peu la vie. Des fois, ça va bien, puis des fois, c'est plus difficile. Il faut juste que tu persévères, puis tu finis par arriver au bout de la course. Fait que j'ai beaucoup appris de ces années-là de longue distance. Là, j'en fais un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps avec mon entreprise, mais je continue à jouer au rugby, tout ça. Mais c'est ça, le rugby. Pour longue distance, c'est énormément d'entraînement puis c'est beaucoup d'heures. Ouais. Pourquoi le rugby? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Mais c'est vraiment plus le rugby qui m'a choisi d'une certaine manière parce que non, mais pour vrai, parce que moi, je voulais jouer au hockey, évidemment. Il y avait le hockey luge qu'on appelle, sauf que quand tu es atteint aussi au haut du corps, moi, j'ai mes mains qui sont vraiment affectées. Le hockey luge devient une option assez difficile. C'est vraiment plus les gens qui sont seulement atteints des jambes ou qui sont des amputés, mais qui ont 100% le haut du corps, qui jouent au hockey luge. Puis le rugby, ça a été créé un peu pour les gens qui ont des atteintes un peu partout. Dans le fond, tu es autant haut du corps qu'au bas du corps parce que en fonction de tes limitations, tu as un pointage qui est attitré puis un rôle. Fait que dans le fond, le rugby, je me suis plus reconnu. Puis j'ai commencé à jouer. Au début,
c'était plus ou moins, mais plus que j'ai joué, plus que j'ai aimé l'ambiance, l'esprit d'équipe, d'être avec les boys, puis j'étais quand même pas, j'étais certain, le coach de l'équipe canadienne, dès le début, il trouvait que j'avais du potentiel, fait que ça m'a encouragé à continuer. C'est ça, en 2019, j'ai fait l'équipe, puis incroyable. Puis vous avez créé aussi la Fondation Neuroconcept, hein? Ça, c'est pour, bien sûr, aider un peu les gens, les autres aussi, qui sont à mobilité réduite. Oui, mais ça, dans le fond, j'étais président de cette fondation-là pendant 6 ans. Là, je fais plus partie de la fondation, mais c'est moi qui l'ai démarré, dans le fond, avec Muriel Grandjean, qui est présidente de Neuroconcept. C'est un centre de réhabilitation spécialisé pour les tout ce qui est atteinte neurologique, donc blessés médulaires, sclérose en plaques, Parkinson, etc. Puis on avait créé une fondation qui était initialement, qu'est-ce qu'on voulait, c'est de travailler avec les centres d'entraînement dans chaque municipalité, exemple énergie cardio, ces choses-là, puis on voulait dans le fond, créer des endroits dans chacun de ces gyms-là qui ont du matériel pour des gens qui ont des handicaps pour encourager les gens dans chaque municipalité qui sont en chaise roulante à aller au gym parce que la plupart des gyms ne sont pas vraiment adaptés, ils n'ont pas d'équipement adapté. Fait que c'est ça qu'on faisait, qu'on a fait pendant longtemps. Puis sinon aussi, on accompagnait des fois des gens dans le fond qui venaient d'avoir une réadaptation, mais qui avaient beaucoup de potentiel, mais pas les fonds nécessaires. Ça prend de l'argent. Oui, votre famille en avait un petit peu, alors ça vous a aidé, mais quand même, c'est pas tout le monde. Nathalie a une dernière question pour vous. Maxime, en quelques secondes, t'arrêtes pas 30 secondes. Tu as aussi une entreprise de location chalet court terme. Tu as participé à la construction et tout ça. Mais ça, on pourra en parler la prochaine fois. Hein, c'est vrai, on va en parler. Ça, en gros, pour y aller rapidement, juste avec la fondation, le chalet, juste comme commencer à juste aimer développer des projets, des services pour aider ces gens-là. Puis, je veux pas le fait d'être en chaise roulante. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, moi. Fait que, j'écoute les gens. Fait que, au fil des discussions, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup quand même certains problèmes, certaines choses qui vont être réglées. Fait que moi, je fais juste comme créer des entreprises, des services pour régler ces problèmes. Alors, c'est parti remise pour notre prochaine entrevue. Merci, Maxime Drolet. Ça a été un plaisir. Et puis, Nathalie, c'est déjà le temps de se quitter. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Mais on se reprend tellement demain. Des bons invités. Oui, je sais. Ce sont nos invités qui sont bons. Alors, voilà. Et alors, qui sont inspirants. Alors, on se retrouve demain à la même heure. Aime l'été, entre midi et 13h. Passez un bon après-midi à tous.